Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV. Comme chaque jeudi, place au 01 Hebdo, vous le savez, votre rendez-vous dédié à l'actu high-tech, le 01 Hebdo numéro 273. C'est parti Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous, voici le sommaire de 01 Hebdo. Nous allons revenir tout d'abord sur les annonces Apple, la WWDC 2020, macOS, iOS, watchOS, on va débriefer ça avec Pierre Fontaine. Jérôme, je ne sais pas si tu vas prendre l'avion cet été. Peut-être que tu iras à Orly. C'est le pilote, ça. Et peut-être que tu rencontreras ce petit robot. Il s'agit de Dirby. On va en parler dans un instant. Le numérique pollue, François. Quel est l'impact environnemental du numérique? Peut-on limiter la casse? C'est le dossier d'Amélie Charnet. Et puis on terminera par quelque chose de beaucoup plus léger. On va se laver les dents avec Jordan Cosino, entre autres, parce que vous savez qu'il a plein d'innovations improbables. Ce sera en toute fin de ce 01 Hebdo. Bienvenue dans ce 01 Hebdo, c'est parti. De découvrir la brosse à dents de Jordan, parce que ça a l'air je ne sais pas ce que c'est que ça. Ça a l'air un peu imposant. On va le découvrir avec vous tout à l'heure. Oui, ce sera tout à l'heure. Bon, en tout cas, merci de nous retrouver. 01 Hebdo, chaque jeudi sur 01 TV, la chaîne, bien sûr, sur les box. Numéro 32 sur les box SFR. Nous sommes aussi sur Freebox, vous le savez, Orange et Fransat. Et puis aussi sur la chaîne YouTube de 01 TV et sur 01nettv.com. Où que vous soyez, eh bien, bienvenue en tout cas. Et avant d'attaquer l'actu, avant de parler d'Apple, la question 01 Hebdo Orange. Comme chaque semaine, on vous interroge sur un sujet d'actualité. On aimerait bien avoir votre avis. Peut-être d'abord la question de la semaine dernière, oui. François. Exactement. Notre question Orange 01 Hebdo de la semaine dernière. Êtes-vous prêt à faire vos courses via assistant vocal? Rappelle-toi, on avait un responsable de chez Google qui nous expliquait qu'avec cet accord passé avec Carrefour, on pouvait faire nos courses directement via l'assistant vocal. Alors, écoute, je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air d'avoir vraiment conquis tous ceux qui nous ont regardés, parce qu'on est à 71,7% de non pour 28,3% de oui. Bah écoute, on en reparle dans 10 ans, dans 5 ans. Oui. Je ne sais pas. C'est vrai. Non, mais après, moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Il y a quasi 30% des gens qui sont prêts à passer leurs courses par assistant vocal, ce qui est déjà énorme, hein, finalement. Hein. Bon, c'est peut-être une très mauvaise idée. Hein. Et puis, tu sais, je pense que c'est tous ceux qui en ont marre de pousser le caddie le samedi. Ils ont envie de tenter l'assistant vocal. Ça, et je les comprends, c'est sûr. Alors, notre question de cette semaine, oui. Eh bien, cette semaine, on va parler d'environnement tout à l'heure avec Amélie Charnet, puisque c'est un dossier dont se saisissent les pouvoirs publics avec pas mal d'études sur l'impact environnemental du numérique en France. Alors, on vous pose la question. Attention, êtes-vous prêt à être moins connecté pour moins polluer? Puisque vous allez le voir, eh bien, il y a des propositions qui commencent à être faites et qui ne sont pas anodines. Hein. Oui. Alors c'est vrai que c'est une question un peu délicate. Hein. C'est compliqué de faire de ne pas faire l'amalgame entre les deux. Hein. Pour l'instant, bon, c'est non, hein, mais on vient juste de lancer la question. 76% de non, 23% de oui. Ça va sans doute évoluer, je pense, parce que c'est vraiment un sujet qui peut vous partager. Donc n'hésitez pas, sur Twitter, la question 01 Hebdo Orange de cette semaine. Et reste avec nous pour dépioter ça tout à l'heure en détail avec Amélie Charnet. Tout à fait. Bon, si on dépiotait, comme tu dis, si on dépiotait les annonces Apple. Oui, hein, eh bien, c'est l'actu et c'est parti. Et oui, c'était lundi soir. Lundi soir, la keynote Apple WWDC 2020. Une keynote très particulière, puisqu'elle était entièrement enregistrée. Il n'y avait pas de public côté Apple. En revanche, nous étions là et vous avez pu suivre cette keynote sur 01 TV en direct avec nos brillantes explications. Tout à fait. Et puis le renfort de Gonzague d'Ambricourt qui a été encore une fois excellent. Et c'est vrai qu'on a pu découvrir toutes ces annonces. Alors, annonce très, on va dire soft, hein, puisque c'est un peu le but de cette WWDC, ça s'annonce avant tout aux développeurs, mais malgré tout, les utilisateurs d'Apple en ont toujours pour leur argent. Et pour décrypter tout ça, nous avons quand même notre spécialiste. Et oui, c'est Pierre Fontaine de la rédaction de 01net. Monsieur Apple, tu es là, Pierre?
Bonjour tout le monde, ça va? Ouais, je suis là. Salut Pierre. Bon, alors tu n'as pas fait de déplacement cette année parce que c'est vrai que la plupart du temps tu t'envoles vers Cupertino pour vivre cette keynote. Cette année, tu es comme nous, tu es resté devant ton écran pour la suivre. Peut-être un mot juste sur la forme avant d'évoquer le fond. Tu l'as trouvé comment cette keynote? Alors moi, je l'ai trouvé assez agréable au sens où il était à la fois rythmé dans les annonces et il y avait quelques petites aérations où on pouvait un peu se dire, ah, c'est bon, on change de thème. Et moi, ce que j'apprécie moins quand on est sur place, c'est ces espèces de vidéos systématiques qui se sentent obligés de mettre et qui étaient remplacées par ces petites transitions un peu rigolotes. Donc moi, j'ai plutôt apprécié en fait. Et puis c'est vrai que pour une fois, c'était une expérience différente d'être dans le Steve Jobs Theater, même si j'aime beaucoup y être. C'était assez rigolo d'être dans ces conditions-là à distance en fait. Exactement, c'était le télétravail poussé à son paroxysme finalement. C'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas, vous avez été très nombreux à nous suivre sur 01 TV lundi soir dernier. Vous étiez plusieurs milliers en direct à suivre toutes ces annonces et on vous en remercie d'ailleurs. Alors comme d'habitude, beaucoup d'annonces pendant la keynote, mais dans les jours qui suivent également, on découvre pas mal d'informations. Alors Pierre, de quoi on parle? Donc macOS, iOS, il y a du nouveau aussi du côté de WatchOS. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'après toi? Alors, il y a effectivement les iOS 14, macOS 11, iPadOS 14, WatchOS 7. Mais moi, si je pouvais commencer par quelque chose qui n'est pas complètement du logiciel, ça serait les Macs sous ARM, quand même, en fait. C'est quand même le gros morceau. Pour moi, c'est la bombe absolue, en fait. Ne serait-ce que parce que c'est le futur d'Apple et des Macs pour les X années à venir. Et puis, c'est un sacrément gros morceau et un gros pari. Donc, si vous voulez, on peut commencer par parler brièvement d'iOS, tout ça, comme vous voulez. Non. Pour moi, le gros morceau, c'est Apple Silicon. Commençons par le gros morceau. Comment tu expliquerais ça à ta maman pour que tout le monde comprenne? Passer d'Intel à ARM pour les nuls. Alors, si on veut faire très rapide, les processeurs ARM, c'est grosso modo les puces qu'on a trouvées dans les iPods, qu'on trouve dans les iPhones depuis le début. Et qu'on trouve aussi dans les iPads. Et c'est des processeurs qui, depuis l'iPhone 4 et le premier iPad, sont développés pour la partie CPU, la partie processeur central, par Apple. Ils ont ensuite rajouté une partie graphique. Mais en fait, ce sont des puces qui sont différentes des puces Intel, qui n'ont pas les mêmes jeux d'instruction et qui n'ont pas la même, on va dire, philosophie, si on peut utiliser ce terme. Au départ, c'est des puces qui sont peu puissantes, mais très économes en énergie. Et peu à peu, elles sont montées en puissance tout en restant plutôt économes en énergie. C'est pour ça qu'on les trouve dans tous les smartphones, qu'on les trouve dans les tablettes, etc., etc. On les trouve aussi bien dans les iPhones, les puces ARM, que dans les smartphones Android. Alors donc là, ces puces qui sont dans les iPhones vont arriver sur les Macs. Est-ce que ce seront les mêmes puces qu'il y a sur les iPhones ou les iPads, ou est-ce que c'est une autre famille de puces, Pierre? Alors, pour l'instant, il y a un ordinateur, il y a déjà un Mac qui existe en processeur ARM, ce qui est réservé aux développeurs, un dev kit qui est sur une base de Mac mini, ça ressemble à un Mac mini de l'extérieur, et dedans, il y a une puce A12Z. Donc, si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, c'est la puce qui est embarquée dans les derniers iPad Pro, ceux qui sont sortis au printemps, là. Et donc, effectivement, pour l'instant, c'est la même puce. Mais comme le disait Craig Federighi il n'y a pas très longtemps dans un podcast assez intéressant de John Gruber, en fait, la 12Z, en fait, c'est la puce pour Mac quand Apple n'essaye pas de vous épater. Et il va y avoir ensuite des puces qui seront dédiées au Mac, parce que les besoins des Mac ne sont pas les mêmes que les besoins des iPads ou des iPhones. Déjà, on a des plus grosses batteries, on a des plus gros écrans, on a besoin d'autres usages, on a besoin de multitâches, par exemple, ce qui est un petit peu moins vrai sur les iPhones et sur les iPads. Donc, on a des besoins différents. Donc, il y aura des puces qui seront développées spécifiquement pour les Mac. Alors, on imagine que c'est des puces qui vont au départ être assez proches de ce qui se fait dans les iPads pour les portables MacBook Air, MacBook Pro éventuels. Et plus on montera en gamme, plus on va monter en besoin de puissance, plus il faudra des puces ARM spécifiques avec une consommation électrique plus importante pour développer plus de puissance. Mais à l'heure actuelle, alors pas chez Apple, mais dans le monde ARM, parce que je rappelle qu'ARM, c'est une société anglaise qui développe des technologies des puces et ensuite qui fait créer des licences qui peuvent être utilisées par des clients. ARM développe aussi
des processeurs pour serveurs qui sont l'équivalent des Xeon, qui sont les gros processeurs un peu musclés d'Intel. Est-ce que cette transition hardware va faire souffrir les utilisateurs de Mac? Parce que c'est la question qu'on se pose aussi. Aujourd'hui, j'ai acheté un Mac il y a 2 mois. Je ne savais pas qu'il allait avoir cette révolution. Est-ce que je vais en pâtir? Est-ce que je vais souffrir de ce changement de technologie? Alors, a priori, on ne sait jamais de quoi demain est fait, mais a priori, il n'y a pas de raison. On sait que Apple supporte, il maintient un taux de compatibilité avec ses Mac pour très longtemps. Donc, les Mac Intel qui sont sortis il n'y a pas très longtemps seront supportés pendant longtemps. Apple va encore lancer des Mac Intel, parce qu'on est dans une transition qui va durer 2 ans. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 ans, on va avoir des produits Intel et des produits Mac ARM qui vont cohabiter. Et puis après, il y aura toujours le parc installé Intel qui est énorme parce que ça fait 15 ans qu'il est là. Donc on ne va pas claquer les doigts comme ça et dire il n'existe plus, merci, au revoir. Donc a priori, pour ce qui est du support technique, de l'accompagnement matériel et logiciel, il n'y a pas de souci à se faire. Et puis du point de vue logiciel, Apple, alors après on sait que les plans parfaits ont toujours des accros, mais a prévu un bon accompagnement d'un point de vue du logiciel. On peut espérer que ça va marcher. Ils ont donc introduit, grosso modo, on va dire, il y a 3 grandes catégories d'applications qui vont tourner sur les Mac ARM. Il y a les puces, pardon, pas les puces, les applications qu'on appelle universelles, en souvenir des applications universelles PowerPC Intel, si vous vous souvenez bien. Donc, ce sera des applications qui contiendront dans leur package à la fois les binaries c'est-à-dire à la fois le code exécutable pour les processeurs Intel et les processeurs ARM. D'accord. Voilà, il y aura les deux dans les applications qui auront été adaptées avec plus ou moins d'efforts. Alors Apple dit ça se passera super bien en quelques jours, pour la plupart des applications ça sera fait par le développeur. On peut se dire qu'il y aura peut-être certainement plus de travail que ça, mais en tout cas il y aura des applications universelles qui pourront tourner indifféremment sur l'une ou sur l'autre. Après ils nous ont ressorti le coup de la technologie Rosetta. Alors est-ce que c'est une émulation, est-ce que c'est un entre-deux? Pour l'instant c'est pas encore complètement clair, mais ce qu'on sait c'est que ça permettra à l'installation d'une application qui a été prévue pour un Mac Intel, qu'il y ait une adaptation un peu à la volée. Ça fait un petit peu magique, donc là il faut rester très prudent sur ce que ça va donner, mais une adaptation pour que cette application Intel tourne sur les Mac ARM. Alors évidemment, il y aura certainement une déperdition de performance. Néanmoins, quand moi j'ai eu l'occasion de poser la question à des ingénieurs d'Apple, ils ont un petit peu botté en touche en disant écoutez, nous on a fait des démos avec Maya, il y a des rendus 3D sur Maya, donc des applications qui demandent des ressources, qui demandent du calcul lourd, et ils disent c'est complètement utilisable. Certes, il y a un petit peu de perte, on ne vous donnera pas de pourcentage, mais ça tourne. Donc alors, on sait que Rosetta, le premier Rosetta n'était pas parfait. On peut espérer que Rosetta 2 sera mieux. En tout cas, pour l'instant, on peut que croire Apple pour l'instant. Après, ce sera une solution temporaire, le temps de la transition, de toute façon. Voilà, soit ça sera une solution le temps que les développeurs mettent à jour, retravaillent, recompilent leur application Intel pour qu'elle tourne sur les Mac ARM, soit ce sera, si un développeur décide de ne pas adapter son application, ça sera la seule solution. Et donc ça veut dire qu'il y aura certainement des applications dans ce cas-là. Donc ça, c'est la deuxième famille d'applications. Et puis la troisième, et ça c'est quand même une sacrée surprise, les applications iOS et iPadOS, donc comme on l'a dit, qui tournent actuellement sur des puces ARM dans les iPhones et les iPads, tourneront nativement, c'est-à-dire sans modification aucune, sur les Mac. Ce qui veut dire que le million et plus d'applications iPadOS pourra tourner sur un Mac comme ça, en l'installant le Mac On peut se retrouver Store. avec un App Store, quoi, en fait, finalement, sur les nouveaux Mac via ARM. Il y a déjà un Mac App Store. Il y a déjà un Mac App Store. Oui, mais là je parle de l'App Store de l'iPad, en fait. Ah, ce serait le même? Oui, alors, donc là, en fait, de ce qui m'a été dit, une fois encore, je ne peux pas le vérifier, je n'ai pas de Mac ARM. Ce qui m'a été dit, c'est que les applications iOS et iPadOS seront installables via le Mac App Store, ça c'est une première chose, et que par ailleurs, ça c'est aussi un autre point intéressant, que l'intention d'Apple n'est pas de verrouiller l'écosystème Mac comme l'est iOS et iPadOS. C'est-à-dire qu'il sera toujours possible de télécharger des applications depuis le web, depuis le site d'un développeur, et on ne se retrouvera pas forcément bloqué à tout devoir passer par l'App Store, même si
on sait bien qu'il y a des petits contrôles de sécurité. Pierre, juste en quelques mots, le premier Mac avec un processeur ARM pour le grand public dans le commerce, c'est pour quand, on sait ? Ce sera pour la fin d'année. Ils n'ont pas précisé de date. Ce sera pour la fin d'année. Il y a des rumeurs qui disaient dernier trimestre avant Noël. Je ne sais pas si ce sera avant Noël ou après Noël, mais voilà, a priori, ce sera pour on va dire novembre, a priori, si tout se passe bien. Et on ne sait pas quel modèle ce sera. Un Macintosh, je viens de le voir. Ça sera un Mac. Voilà. Non, on n'a aucune certitude là-dessus, mais on sait en revanche que ce sera a priori. On peut se dire qu'Apple va pas commencer par le plus compliqué. Ils vont commencer plutôt par les portables qui ont une certaine similitude dans leurs besoins techniques au moins avec les iPads. Donc, ce sera peut-être un MacBook Pro, peut-être un MacBook Air, peut-être un nouveau MacBook 12 pouces entre guillemets qui a disparu de la circulation jusqu'à présent. Donc, a priori, ce sera du portable, mais peut-être que ce sera le Mac Mini ou peut-être qu'ils vont se dire tiens, un iMac d'entrée de gamme, ça peut le faire aussi. Tout dépendra, je pense, de leur roadmap de développement de puces dédiées. Très bien. Bon, alors ça, c'était le gros morceau. On a encore quelques minutes. Pierre, peut-être se focaliser sur 2-3 annonces importantes sur iOS, iPadOS. Qu'est-ce que tu retiendrais? Qu'est-ce que tu mettrais en avant sur tout ce qui a été présenté? Alors sur iOS, déjà il y a une refonte ergonomico-interfaciale. Ergonomico-interfaciale, c'est bien. Ouais, j'ai un doctorat en nom un peu en néologisme appelien. Non, en fait, par exemple, il y a l'apparition des widgets qui s'installent sur la homepage. Alors tout le monde va dire comme sur Android, effectivement comme sur Android. Comme sur Windows Phone. Donc oui. Oui, lequel? C'est un ou non, pardon. Il y a ça, il y a cette refonte-là avec des usages qui sont repensés. Il y a l'apparition de l'app librairie sur iOS qui n'est pas disponible sur iPadOS, c'est dommage, mais qui permet de retrouver toutes ces applications classées par thème, par usage fréquent, etc. Il y a le Picture in Picture aussi qui est une super bonne nouvelle sur iOS, c'est-à-dire vous êtes en train de passer un appel FaceTime et puis vous dites attends, je vais te parler d'un truc, j'ai vu ça sur Wikipédia. Hop, on lance Safari, l'appel reste en vidéo dans un coin de l'écran et vous pouvez surfer le web en même temps. Il y a des gros changements dans Message avec un accent qui a été mis sur la gestion des messages groupés, sur la possibilité d'accrocher des messages en haut, enfin des conversations en haut d'interface. Il y a pas mal de changements. Et puis moi, il y a une nouveauté que je trouve très intéressante sur iOS, c'est AppClip. En fait, c'est pour faire très rapidement, c'est une partie d'une application qui doit peser moins de 10 mégaoctets, qui peut être téléchargée indépendamment si vous n'avez pas l'application sur votre smartphone et qui vous donne accès à un service. On prend un exemple, vous voulez prendre une trottinette d'un serveur d'un client X, vous n'avez pas d'application du tout, vous approchez votre smartphone, il y a soit un contact NFC qui s'établit, soit il y a un petit code barre spécial qui a été apposé sur la trottinette. Le petit bout d'application de moins de 10 mégaoctets s'affiche. Vous vous identifiez soit si vous avez un compte, soit via les Sign In with Apple. Et vous pouvez aussi payer via Apple Pay parce que ça peut être intégré. Et hop, vous partez avec votre trottinette sans avoir installé l'application du prestataire. En fait, c'est une appli flash, quoi, finalement. C'est une mini-appli. Oui, flash au sens hyper rapide, tu veux dire? Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on s'en sert. De toute façon, flash, c'est un gros mot dans l'environnement. Oui, c'est justement parce que Flash a plutôt été chassé. Officiellement, Safari ne supporte plus Flash sur macOS, par exemple. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on l'utilise, elle se télécharge et après, elle disparaît en quelque sorte. C'est ça? Alors après, elle est accessible via une petite interface où on retrouve les apps clips qui ont été utilisées le plus récemment. Et puis effectivement, on peut dire, je m'en débarrasse, je ne veux plus m'en servir. Mais voilà, en tout cas, c'est un moyen. Alors on peut le voir de deux façons, soit de se débarrasser des 45 000 applications qu'on n'utilise qu'une fois de temps en temps, soit c'est un moyen pour les développeurs de pousser en avant son application. Par exemple, pour un restaurant, dire regardez, on a une application sur le menu, on regarde l'app clip et puis si on est intéressé pour commander à distance plus tard, on télécharge l'application globale. Donc voilà, c'est une nouvelle approche
de l'appli, qui est plutôt intéressante, je trouve. Et ça enferme encore beaucoup dans l'environnement Apple, hein, parce que derrière, c'est du Apple Sign-in, ça peut être de Apple Pay et compagnie. Enfin, ce sera le plus facile à utiliser. Les autres solutions sont disponibles. On pourra s'identifier avec Google, Facebook et autres. Mais en tout cas, Apple Sign-in sera là. Et c'est vrai que Apple Sign-in a cette facilité de dire vous voulez pas communiquer vos adresses mail, vous ne la communiquez pas, ça nous va parfaitement. Donc voilà, évidemment, c'est ça qui est mis en avant, mais les autres solutions existeront. Voilà. Et puis si on doit parler d'une dernière grosse nouveauté, excusez-moi, dernière innovation. Il y a Plan. J'ai le micro, je garde l'antenne. Mais bientôt, tu n'auras plus de batterie dans tes AirPods, donc on ne t'entendra plus. Ça dure 5 heures. Ah zut, 5 heures, c'est énorme. Mon Dieu. Non, donc pour faire très rapidement sur Plan, il y a l'apparition alors pour l'instant que dans les pays du monde où il y a la nouvelle interface de Plan, donc pas encore en France, mais du tracé vélo avec des très bonnes trouvailles qui vous disent par exemple ce chemin-là, il y a une grosse pente, donc si vous voulez plutôt être paresseux, il y a ce chemin-là qui a une moins grosse pente. Il y a la possibilité d'établir ces trajets en voiture quand on est en véhicule électrique en fonction des chargeurs qui sont disposés sur le bord de la route. Et puis il y a la possibilité aussi de ce qu'ils appellent des guides, de sélectionner depuis Plan des endroits que vous voulez visiter dans une ville, que vous allez visiter pendant vos prochaines vacances par exemple. Voilà, Plan qui essaie de rattraper son retard par rapport à Google Maps. Par rapport à Google, c'est pas facile. Ouais. C'est pas encore fait, mais il y a du progrès. Ouais, on est d'accord. Pierre, merci pour beaucoup, Pierre quelques Fontaine. petits bouts de tout ce qui a été raconté lundi soir, si vous voulez. C'était très très riche. Ouais, ça a été très riche à retrouver sur zeronet.com avec évidemment une multitude d'articles bien détaillés pour savoir ce qui nous attend, parce que toutes ces nouveautés dont on vous parle, en tout cas pour les nouvelles versions d'iOS, macOS, etc., ce sera à la rentrée prochaine, hein, vous le savez, en général. Ouais. Et c'est maintenant une tradition. La bêta publique est en juillet. Voilà. Ça arrive pour le grand public en même temps que, par exemple, pour iOS, en même temps que le nouvel iPhone. Donc, si tout va bien, en septembre. Merci Pierre. Merci Pierre. François, nous allons passer de la route et du vélo à l'avion. Oui. Si tu veux bien. Je veux bien. Enfin, l'avion, avant de monter dans l'avion. Avant de monter l'avion, à l'aéroport. Ou alors même après exactement. avoir atterri, je crois. Plutôt. Oui, c'est plutôt dans l'autre sens. Mais c'est vrai que, vous savez, les aéroports commencent à se déconfiner, notamment ici à Paris avec la réouverture d'Orly. On fait un focus sur une start-up qui va vous faciliter la vie si vous vous apprêtez à prendre l'avion. On la découvre tout de suite. Et puis pendant ce temps-là, vous pouvez toujours voter pour notre question 01 Hebdo Orange. Hein, vous le savez, on vous questionne aujourd'hui sur l'environnement. Êtes-vous prêt à être moins connecté pour moins polluer ? Question compliquée, ça, hein, franchement. Ouais. Pour l'instant, on est à 62% de non. 33% de oui. Et alors moi, je suis même à 37 pour 37, tout te dire. Donc c'est un petit peu évolué, mais ça bouge beaucoup. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter. C'est sur notre compte Twitter, hein, le compte Twitter de 01 TV. Emmanuel Dos Santos, bonjour. Bonjour. Bonjour, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes la cofondatrice de Dirby. C'est ça. D-I-R-B-Y. C'est ça, c'est bien dit. Alors Dirby qui, eh bien, comme beaucoup de Français, beaucoup de Parisiens, s'apprête à réinvestir Orly, puisque Orly, rappelons-le, c'est la première fois depuis l'histoire d'Orly qu'Orly ferme pendant 2 mois. A été fermé pendant 2 mois. 31 mars, 31 avril, 31 mai, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois, vous vous rendez compte ? Un aéroport de l'envergure d'Orly qui a fermé pendant 3 mois, donc qui réouvre. Donc Orly, c'est l'aéroport qui dessert la France, l'Afrique du Nord. Les dom-toms aussi. Enfin, il y a beaucoup de destinations. Hein. Il y a même New York avec Air France. Enfin, c'est vraiment. Enfin, il y a plusieurs terminaux, etc. Et j'imagine que là, Orly se déconfine, on ne va pas prendre l'avion de la même manière qu'avant. Hein. J'imagine qu'il y a des parcours qui sont faits, enfin, au niveau sanitaire, beaucoup de choses vont changer. Et alors vous avez votre place en tant que start-up avec Dirby. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites et comment, justement, vous allez appréhender cette ouverture d'Orly ? Effectivement, tous les aéroports, les compagnies aériennes et puis tous les assistants que nous sommes, on s'est tous attachés à réinventer le parcours du passager pour le sécuriser, pour lui redonner confiance. Nous, on intervient aux arrivées, donc lorsque le passager atterrit à Orly, à Roissy d'ailleurs ou ailleurs. Donc j'ai pris mon avion, j'atterris, je sors de l'avion. Vous sortez de l'avion, vous allez donc chercher votre bagage.
réflexe habituel. Donc vous attendez autour des tapis bagages et nous allons vous accueillir avec notre nouveau dispositif. Alors qu'est-ce que c'est que ce robot qu'on voit là en vidéo? Il y a une dame dans le robot. Il y a une dame dans le robot, effectivement. Enfin, exactement. Et c'est important de le souligner. On voulait vraiment un dispositif humain avec des guillemets, mais en tout cas un dispositif de visioprésence qui retire rien à la relation humaine, qui retire rien à la chaleur. Elle ne porte pas de masque, donc elle va pouvoir sourire aux passagers. C'est vrai. On rappelle que dans les aéroports, maintenant, on va devoir porter des masques systématiquement. Oui, rappelons que les robots, eux, n'ont pas l'obligation de porter des masques. Exactement, pas encore. Pas encore. C'est sûr, ça? Et donc, on pourra vous assister. Mais alors, ce robot, je vais le retrouver où? À quel endroit de l'aéroport? Celle de livraison bagages. On a un service bagages qui vous permet, en cas d'incident, perte de bagages, bagages endommagés, voire même de vous faire livrer à la maison, donc ce qu'on appelle des produits plutôt de confort. Donc, au départ, vous êtes là pour nous aider au cas où on aurait perdu notre bagage. C'est ça, pour le compte des compagnies aériennes. D'accord. Et on a décliné avec le Pour temps. les soulager et de ne pas faire la queue pendant 20 minutes, une demi-heure, si on a un problème de bagage, comme c'est souvent le cas, en fait. Exactement. Là, ça va faciliter la requête et expliquer ce qui se passe. Exactement. D'ailleurs, on a même associé à ça des applicatifs qui vous permettent directement de pouvoir vous déclarer d'ailleurs en ligne, directement à la maison, une fois à tête reposée, et ne plus être... gérer mieux les flux au sein de l'aérogare. Donc toutes ces innovations viennent s'ajouter à notre petit robot. Très bien. Qui s'appelle Dirby, c'est comme ça? Il s'appelle Dirby. Il s'appelle Dirby. Et alors, il est déjà en service ou pas encore? Orly, ça va être compliqué. Non, Orly, non, mais vous parlez de Roissy, vous l'avez testé ailleurs? Non, on le lance demain avec la réouverture d'Orly. Donc vous ne savez pas encore comment les gens vont réagir, en fait? On a fait quelques vols de rapatriement sanitaire. D'accord. On a eu plutôt justement de bons retours. Les passagers, finalement, se sont habitués à la visio, avec toute sa période de confinement. Et oui, bien sûr. Donc, ça y est, on est entré dans un nouveau monde, là. Ça nous dérange on plus, interagit la visio. différemment. Ouais. Donc non, ça a été bien reçu. Ça a été très bien reçu. Et les interactions, on n'est pas tous égaux face au digital. Et pour le coup, on a eu de très bons retours. Donc on le lancera sur l'ensemble de nos autres aéroports. Donc Roissy, l'aéroport de Lyon, Saint-Exupéry aussi. Mais alors, on sait que quand c'est le grand rush, il y a énormément d'endroits où on peut récupérer les bagages. Il y aura énormément de robots comme ça qui se baladeront. Vous allez en mettre combien, alors? En fonction des volumes, on va tout doucement monter en capacité. Donc là, Orly ouvre bientôt, là, dans les jours qui viennent. Nous sommes jeudi 25 juin, ça ouvre demain, je crois bien. Ça. Donc il y aura au moins un robot qui sera là. Exactement, au moins un. Oui, parce que derrière chaque robot, il y a un opérateur. Exactement, et ça c'était l'essentiel, c'est de garder le contact humain. Donc c'est vraiment nos experts qui sont connectés depuis notre centrale. Mais quel intérêt, pourquoi finalement ces personnes ne seraient pas physiquement dans l'aéroport? Distanciation sociale déjà oblige. C'est le principal argument? C'est pas le principal argument. On a aussi une volonté de pouvoir optimiser justement la gestion des exploitations, gérer ces programmes qui vont d'ailleurs avec le temps être de plus en plus incertains. On reprend tout doucement avec la réouverture des frontières, donc nous permettra de gérer les creux de programmes de façon plus efficace. Donc ça peut être quelqu'un qui est à son bureau, qui fait une autre tâche, et puis en fonction des besoins, qui va faire de l'accueil à l'aéroport. Tout à fait. Et donc la personne là qu'on voit sur l'écran, c'est elle qui pilote le robot. Tout à fait. Comme un joystick avec un. Elle peut se balader dans tout l'aéroport. Elle peut prendre l'escalator? C'est un peu compliqué, non? L'escalator, non, mais l'ascenseur. L'ascenseur, elle peut prendre l'ascenseur. Ouais. C'est dingue. À partir du moment où on est connecté en 4G. Voilà, il faut de la 4G. Ils sont connectés en 4G en fait, pas dans le Wi-Fi de l'aéroport. Non, en 4G pour être complètement autonome et pas avoir de problème. D'accord. Oui. Alors, on a compris deux intérêts. J'ai perdu mon bagage, je m'adresse à Dirby. Et puis le deuxième, si par exemple je suis un peu pressé, j'ai pas le temps d'attendre mes bagages parce que c'est vrai que parfois les bagages shoot, ça peut aller vite, mais et parfois ça moi peut être très long. J'ai toujours énormément de malchance. Je suis le dernier bagage qui arrive. Je sais pas si ça te le fait. C'est pareil pour les caisses. C'est terrible. C'est terrible. Là, je peux confier mes bagages à Dirby aussi. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, au départ ou à l'arrivée, vous pouvez directement, lorsque vous organisez votre voyage, aller sur le site et acheter ces services de confort. On vient chercher le bagage chez vous. On l'apporte à l'aéroport, on le charge même dans l'avion, donc vous le récupérez vraiment. On s'occupe de rien. On s'occupe plus de rien.
Mais alors, vous l'avez dit, c'est un service de confort, donc c'est payant. C'est ça. Ça a un coût. Combien ça coûte? C'est 39 € le premier bagage Oui, et 10 quand même. € le bagage supplémentaire. D'accord. Et donc là, vous vous occupez de tout. On s'occupe de tout de A à Z. Ouais. Mais vous visez quel public avec ça? Parce que 100% des passagers ne va pas payer 39 € pour un bagage, sur parfois des vols qui coûtent presque le même prix. C'est sûr, on a une grosse clientèle qui est une clientèle business. Ouais. On a donc une clientèle d'affaires qui voyage très régulièrement. Puis il y a une forte clientèle, notamment de tourisme, sur Charles de Gaulle essentiellement, qui sont férus de ce type de services, qui sont d'ailleurs très très répandus à l'étranger. En Asie, aux US. Il est certain que les aéroports français sont ceux où on doit le plus s'occuper soi-même de ses bagages. Et quand on va à l'étranger, on s'aperçoit que oui, il y a des gens qui gèrent tout. Oui, bien sûr, qui le mettent sur le tapis, voilà, qui l'enlèvent, qui rangent les etc. trucs et tout. Exactement. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que pour les personnes âgées ou autres, c'est bien pratique. C'est pas facile. Juste une chose, ce robot, j'ai l'impression de l'avoir vu déjà quelque part. J'ai l'impression qu'on l'a vu dans des hôpitaux, Mais oui. dans ces périodes. C'est un robot multitâche, en fait. Qui existe déjà, et je me demande si même Orange ne l'a pas utilisé pour certains usages. C'est possible. C'est notamment répandu dans le retail et dans l'éducation aussi. D'accord. De plus en plus. Très bien. C'est pas ce robot qui est fabriqué à Lyon, c'est le robot de... Awabot. Awabot, Ouais. c'est ça, oui, voilà. Tout Un à robot fait. français, un robot de téléprésence Un robot français. Très bien, parfait. Pour aider Écoutez, Dirby, si on veut en savoir plus, Ouais. pour reprendre une vie à peu près normale avec des aéroports. Oui. Et espérons que cet été, tout se passe bien, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir dans Emmanuel 01 Dos Hebdo. Santos. Au revoir. Alors vous restez avec nous, vous allez voir, il y a un petit jingle pendant lequel vous allez pouvoir disparaître comme une princesse. C'est ça qui est formidable. J'ai pas eu le briefing de fin. On va poursuivre ce 01 Hebdo avec, dans un instant, Jordan Cossino qui sera avec nous pour ces insolites du web. Et tout de suite, c'est Amélie Charnet qu'on va retrouver. Oui, Jérôme. pour parler environnement, Amélie Charnet. La Minute Telco, Amélie Charnet, notre spécialiste télécom, réseau, fibre optique, installation Box, à domicile, 5G. paramétrage du Wi-Fi. C'est ça. D'ailleurs, on va donner le portable d'Amélie. Si vous avez un problème de box, elle va, même à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, elle est là pour la réparer. Il n'y a pas de souci. Bonjour Amélie. Bonjour Amélie. Tu es avec nous Bonjour, en alors ligne? Oui, vous m'entendez bien, vous me voyez bien? On te voit bien, on voit que tu as un bon réseau chez toi. Remarque. Oui, j'ai la fibre optique. Ouais, ça c'est cool. On t'a fait une pub d'enfer là au début. Tous les spectateurs du 01 Hebdo vont pouvoir t'appeler dès qu'ils ont un problème de Wi-Fi. T'es Sympa. contente? Ça va être sympa. Ah, mais tu sais que j'ai des mails de simples utilisateurs quand même qui me disent je comprends pas, ma box marche pas. Alors je leur réponds, vous avez pensé à redémarrer votre box? Et après, ils me renvoient un mail pour me dire ça marche. Et bien voilà. Je fais le c'est premier bon. niveau du Et SAV. voilà. Mais tu vois, Tu et peux bien voilà. travailler, tu peux travailler chez un opérateur. Mais tu vois, tu soulages le SAV d'Orange, d'SFR, de Bouygues, de Free. C'est génial, merci. Et puis alors là, le conseil d'Amélie est valable. Oui. Vous avez un C'est passé problème à avec 39 € le premier conseil, c'est ça? le conseil, non, démarrez toujours votre box s'il y a un problème. Redémarrez tout. Eh oui. On va dire que dans la moitié des cas, ça règle les problèmes, Ça on règle est les d'accord. problèmes, c'est vrai. Alors vrai. Amélie, on va parler télécom bien entendu, mais sous un angle bien particulier, c'est celui de l'environnement. Car le numérique, malheureusement, eh bien, ça pollue et c'est un problème dont on commence à se soucier de plus en Eh plus. oui. On commence par quoi? Une étude, c'est ça, qui nous donne des chiffres sur la France? Oui, alors en fait, on connaissait l'empreinte du numérique au niveau mondial. On avait très peu d'infos en fait sur la France. Et il y a deux études là, qui sont sorties cette semaine en même temps. Celle de Green IT, qui est une espèce de réseau d'experts, et celle du Sénat. Alors les chiffres sont pas tout à fait les mêmes, mais en gros, le numérique, c'est entre 2 et 5% des émissions de gaz à effet de serre en France. Wow. On pourrait se dire, c'est pas si fou. Sauf que ça va augmenter de 60% d'ici 2040. Et c'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qui consomme autant d'énergie, Amélie? Est-ce qu'on arrive à faire le détail?
Oui, bien sûr, on a le détail. En fait, le principal problème, c'est les terminaux, la fabrication des terminaux. Alors, elle se passe pas en France, donc c'est ça qui est très difficile parce que c'est une pollution qui est complètement invisible. Mais là où nos terminaux sont fabriqués, la plupart du temps en Asie, ils polluent énormément. Et donc, en fait, ces études, elles comprennent les émissions de gaz à effet de serre qui sont faites en Chine, en fait, également quand nous, on utilise ces terminaux. Sinon, si on prenait en compte que ce qui se passe en France, ce serait évidemment bien moindre. Ah oui, donc c'est peut-être pour ça qu'on peut, enfin, ça encourage peut-être certaines pratiques un peu égoïstes entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se dit finalement, on n'est pas directement concerné, on est à la cause du problème, mais cette pollution, pas les conséquences. Comme elle est lointaine, on s'en rend pas compte, quoi. C'est exactement ça, donc c'est pour ça que c'est difficile de faire prendre conscience aux gens qu'il y a un problème. Alors après, bon, ça c'est les terminaux. Est-ce que la 4G, la 3G et la future 5G consomment beaucoup d'énergie, Amélie? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'une technologie en elle-même n'est pas forcément problématique. Le problème, c'est ce qu'on en fait. Or, nos usages, ils sont décuplés chaque année. En fait, les données mobiles, en fait, on les utilise, elles augmentent de 30% chaque année. Donc, à ce rythme-là, et ça sera pareil avec la 5G, en fait, la 5G sera peut-être plus efficiente que la 4G, mais les usages vont être tellement décuplés qu'il y a une aggravation en fait, de l'impact sur l'environnement. Mais alors, finalement, donc, la 5G plus efficiente, c'est-à-dire qu'elle consommera moins, c'est ça? Mais comme il y aura plus de données qui transiteront, ça reviendra au même, dans le meilleur des cas. Voilà, la 5G, ouais. À usage constant, elle sera plus efficiente, mais on sait très bien qu'a priori, d'ici quelques années, on consommera 250 gigas de data par mois. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 45. C'est énorme. Alors ça, c'est le constat. Bon, bah voilà, il ne peut que nous affliger, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein de choses. Alors le Sénat veut faire plein de propositions et même proposer des lois pour la rentrée. Et certaines vont très loin, sont très contraignantes et à mon avis, ça va faire énormément polémique. Donc il propose par exemple d'interdire les forfaits avec data illimitée, de faire payer aux gens le juste prix de la data, c'est-à-dire que ce soit vraiment corrélé au volume qui est consommé, parce que les opérateurs sont sur un marché très concurrentiel, donc ils ont eu tendance à tirer les prix vers le bas pour pouvoir fidéliser, ramener de plus en plus de nouveaux abonnés. Donc les gens vont être touchés au porte-monnaie, donc ça, je pense que ça va faire polémique. Non mais Amélie, parce qu'on est là, on bout avec Jérôme. Là, on n'en peut plus. Mais mais excuse-moi, mais c'est un retour en arrière. C'est des abrutis qui ont sorti ce truc-là. J'irai pas jusque-là. Non, mais comment on peut se dire qu'on va interdire les forfaits illimités? On a mis des années à y arriver. On sait en plus que c'est stupide parce que même si c'est un forfait limité, la plupart des gens vont consommer quoi, 20-30 gigas. Et puis c'est super injuste, c'est-à-dire que les plus riches pourront se payer beaucoup de data et les moins riches, ils auront les miettes, quoi. Non mais Amélie, franchement. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. D'abord, je pense que évidemment, les gens consomment pas de la data illimitée parce qu'on leur offre un forfait illimité. En revanche, ça les incite à consommer davantage, à ne pas faire attention. Donc idéalement, il ne faudrait pas que ce soit contraignant, il ne faudrait pas interdire. Mais il faudrait que les gens arrivent par eux-mêmes, enfin peut-être pas par eux-mêmes, mais il faudrait faire beaucoup de pédagogie, pour qu'ils comprennent par eux-mêmes que, en fait, tout n'est pas illimité, tout a un impact quand même. Cela dit, les forfaits illimités, ça n'existe pas en 4G. À part Free, qu'il y en a un. La plupart sont capés. Tout à fait. Oui, donc ça vise principalement Free. Et d'ailleurs, dans les autres mesures, il y a d'autres choses qui pourraient vous énerver. Ils voudraient mettre une taxe verte à la frontière pour faire payer davantage le hardware qui est fabriqué hors de France, pour qu'on paye le vrai prix en fait du matériel. Il y a plein de petites mesures comme ça. Ils voudraient interdire le lancement automatique des vidéos, ce qui nous arrangerait pas tout à fait en tant qu'éditeur. Interdire le scroll infini également sur les sites. En fait, c'est une vision très interventionniste de ce qu'on peut faire au niveau de l'environnement et du numérique. Après, l'ARCEP, qui est le gendarme des télécoms, veut pas du tout de ça. Il veut éduquer les gens, lancer des applications où les gens pourront connaître leur impact, l'impact de chaque usage du numérique, pour qu'il y ait une autorégulation en fait des consommateurs. Ouais, donc il y a deux écoles qui s'affrontent. Et alors, quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, c'est uniquement pour la consommation d'énergie ou parce que l'énergie, on peut aussi espérer aller vers un peu plus d'énergie propre? Sauf qu'on ferme des centrales nucléaires, donc ça ne va pas dans ce sens-là, mais bon.
La France a une place très particulière, effectivement, parce qu'on dit qu'elle a une énergie décarbonée. Bon, je trouve que c'est un petit peu hypocrite parce que le nucléaire, ça permet pas d'avoir zéro impact sur l'environnement. Non, alors mais c'est effectivement, décarboné. On a moins de gaz à effet de serre peut-être que dans d'autres pays, mais ça cache autre chose, c'est que l'impact sur l'environnement, ça ne se limite pas au gaz à effet de serre. Il y a aussi beaucoup de consommation d'eau. En France, le numérique qui représente 10% de la consommation d'eau, c'est énorme. Et l'eau, elle n'est pas infinie. Il y a aussi des impacts sur la qualité du sol. Il y a de la destruction du sol, de l'acidité. Enfin voilà, toutes les ressources sont impactées. Alors, on parle d'eau, pourquoi ? Pour refroidir en fait tous les serveurs qui nous permettent d'être connectés à Internet, c'est ça, toute cette consommation d'eau ? Exactement, mais aussi les centrales nucléaires en fait. Parce qu'à partir du moment où on consomme de l'énergie, il y a de l'eau encore qui est en jeu. Oui, mais l'eau après elle est recyclée, non ? J'imagine que l'eau qui sort d'une centrale nucléaire, elle n'est pas impropre. Même celle des data centers. Alors malgré tout, elle a beau être recyclée, ça pèse de plus en plus sur notre consommation en eau. Donc 10%, c'est quand même énorme. C'est voué à encore augmenter. Donc ce qu'il faudrait, alors il y a d'autres aussi propositions. C'est le mot éco-conception est vachement à la mode en ce moment. C'est à chaque fois qu'on a un terminal ou un service en projet, pouvoir dès le départ réfléchir à la meilleure façon de le développer. Ça vaut aussi pour les sites web, de manière à ce que c'est un impact le moins possible sur l'environnement. Donc je pense que l'éco-conception, ça va être le mot-clé de ces prochaines années. Ben c'est un peu comme la security by design ou la privacy by design, c'est-à-dire que c'est dès le départ, on pense à ces problèmes-là. On envisage un produit, on pense à son éco-conception. Oui, puisque ça va même parfois au nombre de lignes de code dans un programme, parce qu'il y a des codes qui sont plus ou moins... Un code mal fait, ça consomme plus d'énergie, finalement, qu'un code bien écrit. Mais moi, je voudrais revenir quand même sur votre colère par rapport au forfait illimité. Je la trouve saine et intéressante parce que ça pose une question de liberté individuelle. Bien sûr. C'est-à-dire, en fait, jusqu'où on va pour contraindre les gens à adopter de bonnes pratiques. C'est un peu la même chose avec le confinement, en fait, et la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas Stop Covid, mais on va supprimer les forfaits illimités. C'est un peu bizarre. C'est ça. Et on pourrait se dire aussi aux gens qui achètent des vêtements tous les jours, toi, tu auras le droit à une paire de chaussettes dans l'année, à un jean tous les 2 ans, bien sûr. Et tu auras le droit d'acheter un iPhone tous les 10 ans. Bienvenue et de faire ta lessive toutes les semaines. Non, mais pourquoi pas ? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est sympa. On ouvre la boîte de Pandore, en fait. Ça a son charme, l'Union soviétique. Ça avait ses adeptes. Non, mais c'est clair. Et puis, alors moi, il faut qu'on fasse attention à un truc aussi. Il ne faudrait pas que les opérateurs télécoms qui nous attendent quand même au tournant en profitent pour augmenter les prix de leur forfait, Amélie. Parce que si... Ah mais oui. Voilà. C'est ce que demandent les sénateurs. C'est ce que demandent les sénateurs. En fait, ils ont un petit peu mis les choses en 2 parties. Pour eux, la fibre optique, c'est génial, c'est super. Il faut qu'elle couvre tout le territoire. Mais ça, je suis d'accord avec eux. Elle a un impact moindre sur l'environnement. Donc ça, c'est illimité, super. Il faut que tout le monde en ait. Par contre, ils essayent, comme ils disent, de décorréler l'usage du smartphone et des réseaux mobiles. C'est-à-dire que, en fait, il y a une bonne pratique que tout le monde peut adopter. C'est que quand vous êtes chez vous et que vous avez accès à un réseau Wi-Fi qui est de très bonne qualité, connectez-vous en Wi-Fi. En Amélie, fait, rien que ça, c'est important. Oui, bien sûr. Mais Amélie, le truc, on revient toujours à la même histoire. Si demain, 100% du territoire français est fibré, on n'utilisera plus de 4G, ou quasi plus, parce qu'en fait, on sera à la maison ou dans des environnements où on sera avec un excellent Wi-Fi, ce que tu disais, et on n'aura pas besoin de 4G. Donc, la mobilité aussi. Oui, mais non, il y a plein tout va d'endroits. continuer à coexister. Non, je pense qu'on aura toujours besoin du réseau mobile et il y aura toujours des endroits où on ne pourra pas installer la fibre optique. Bien sûr, mais moi j'ai des amis qui sont dans une région où ils ont un très mauvais ADSL et ils sont obligés de se connecter en 4G pour avoir un très bon débit. Donc c'est aussi ça le problème, c'est que si demain on arrive à fibrer, plus on fibrera, plus on ira loin dans la fibre, moins on utilisera de 4G parce qu'on sera chez soi avec un bon Wi-Fi aussi. Oui, c'est vrai, c'est un enjeu. Bon, enfin, c'est vrai que c'est assez spectaculaire, ces mesures, ça fait réagir. C'est peut-être ce qu'il faut, finalement, pour qu'il y ait une prise de conscience aussi. Merci en tout cas, Amélie. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Amélie. François, justement, c'est la question de la semaine. Oui, et je pense que ce sera intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. Exactement, notre question 01 Hebdo Orange. Êtes-vous prêt à être moins connecté pour moins polluer, Jérôme ? Eh bien, écoute, le oui augmente. Le oui augmente et de manière significative. 40% oui, 60% non.
C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais. Donc on va voir si ce chiffre évolue d'ici la semaine prochaine. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter sur le Twitter de 01 TV. On va se quitter avec Jordan Cosino. Oui, mais on est tous d'accord, on veut faire on veut pas polluer, on veut polluer moins. Hein, oui, bien sûr. Et regardez, voilà, Jordan rentre, lui, c'est le moins pollueur de nous tous. Ça, c'est pas sûr. Jordan Cosino, mais Bonjour. tu arrives directement de la plage. J'ai vu ton énorme sourire quand tu as vu cette chemise. J'ai tenté les couleurs. Et le Bermuda. Et ouais, ça se voit pas. T'étais pas Bermuda. obligé de le dire. Voilà, on le voit sur ce plan-là. Mais... Alors, je sais pourquoi tu as mis ça. Je sais parce que maintenant, les gens peuvent nous regarder sur les box et tu veux que les télés tombent en panne. Ça, j'ai bien compris. Alors là, ça vous fait un marquage sur une télé OLED. Ça vous pourrit une dalle. Non, mais là, vous avez une mire vivante, les amis. Vous pouvez faire vous souvenez réglages avant, quand on était petit, il y avait les mires et tout. Et ben voilà, la mire, elle est vivante. Non, tu es très beau. C'est très beau. Ça fait plaisir. Je tente un peu des choses. C'est l'été. Et puis Jordan qui a perdu 98 kilos là, pendant le confinement. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Ah oui, tu as beaucoup maigri, bravo. Merci beaucoup. C'est très beau. 0,1 dégustation plus tard. Oui. 0,1 dégustation. 0,1 régime. Voilà, 0,1 régime. Alors, Jordan Cosino, les insolites du web. Petit tour des sites de crowdfunding. Comme d'habitude, j'ai trouvé 3 objets assez incroyables cette semaine. C'est une très belle cuvée. La cuvée de cette semaine est excellente. Vous allez vous régaler. À commencer par Clean Freak. C'est un produit, vous en avez parlé en début d'émission, c'est ce fameux produit, cette espèce, ce truc en fait, qui se met dans la bouche, qui vibre et qui va vous laver les dents. Je sais pas pourquoi en ce moment c'est la mode. Il y a plein de produits pour laver les dents. Tu nous avais présenté un truc. Oui, mais c'est parce que c'est la mode. Je sais bien pas. sûr, Les services bucco-dentaires se lancent dans la tech. C'est peut-être la vraie brosse à dents du futur. Mais non, mais je me dis, la brosse à dents, c'est bien le truc qu'on n'a pas changé depuis des années. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de enfin, si tu l'as pas changé depuis des années. Oui, il faut peut-être en acheter une autre. Je t'invite à en acheter une autre. C'est pas faux. Mais là, la forme, etc., n'ont pas tellement changé. Oui, c'est vrai. Il a de la terre dans ses dents. Oui, alors là, c'est un peu extrême. Je sais pas ce qu'il a mangé, le monsieur, mais faut pas manger ça. Non, mais je pense qu'il a mangé un hérisson. Exactement, il a croqué un lopin de terre. C'est ça. Non, et donc en gros, pour vous expliquer, vous avez compris, on va pas faire 3 heures sur ça, mais je trouvais ça rigolo, c'est vous le mettez dans votre bouche, en 30 secondes, ça vous lave les dents, un coup, vous le mettez de ce côté qu'on voit là, en image, et un coup, vous la retournez, et ça va, vous lavez l'entièreté des dents, visiblement. Oui, mais alors, ça réduit la plaque, etc. Ça ne masse pas la gencive comme il faut. Alors, écoute, visiblement, ils parlent. En tout cas, la demoiselle a l'air contente. Écoute, ils sont sorti la langue, elle avait l'air très heureuse. Visiblement, ils sont très heureux. Regarde, elle lui souffle la gueule. C'est génial. Mais donc voilà, écoutez, évidemment, ça se charge. Vous pouvez faire 25 brossages par charge. Et en 30 secondes, ça te permettrait de te laver les dents. Donc écoute, pourquoi pas. Ça enlèverait 93% de la plaque dentaire, là où une brosse à dents classique, on enlèverait 42%. Donc écoutez, à voir. Si vous voulez investir, c'est 99 € et ça arrivera en février 2021. Voilà, donc soyez patients. Si jamais c'est pour mon anniversaire, n'hésitez pas. Très bien. Tu as des belles dents, ça va. Non, alors franchement, c'est vraiment pas le bon compliment pour moi. C'est pas le bon compliment. Autant tu peux me dire belle chemise, mais après au niveau des dents, c'est plus compliqué. D'accord. On enchaîne ? Allez. Oui. Allons-y. Deuxième produit que je rêverais d'avoir à la maison, ça s'appelle The Breakfast Station. Comme chacun sait, donc, la station du petit déjeuner. Wow. C'est un produit. C'est une imprimante 3D qui imprime ton croissant. C'est exactement, elle imprime ton déjeuner. En fait, ils sont partis au Canada d'un constat, c'est qu'un enfant sur 4 ne mange pas bien avant d'aller à l'école, ne petit déjeune pas bien. Et ils se sont dit, on va créer une machine qui te permet de bien manger en 3 minutes. En gros, tu as des trucs qui ressemblent à des cups que tu mets dans la machine et en 3 minutes, ça va te proposer un repas. Ça peut être une omelette, des pancakes, des flocons d'avoine, du pain. Enfin, tu as plein de petites recettes. Tu mets ça dans ta machine et en 3 minutes, en fait, c'est de la bouffe lyophilisée, grosso modo. Ça rajoute de l'eau, ça se mélange un petit peu, ça cuit un petit peu tout ça. Et à la fin, tu as un petit produit sympathique. Je crois que c'est bon, ça. Enfin, sympathique, je sais pas. Alors, moi le muffin me tente moyen. Voilà, que vous voyez là, ça me tente moyen. Les fruits à la rigueur un peu plus, mais il y a 2-3 produits qui ont l'air pas mal et je me dis, je pense que c'est clairement... c'est une omelette, ça, non ? Ouais, voilà, c'est une omelette. Mais une omelette qui est issue donc de poudre et d'eau. Alors, je sais excuse-moi, pas je suis un peu violent, mais... C'est un peu c'est ça. C'est un peu les produits, tu sais, comme on a en ce moment, c'est un peu la mode d'avoir des produits un peu en poudre et que tu rajoutes de l'eau et ça te fait des repas. C'est un peu ça. Visiblement, c'est sain. En même temps, si c'est de l'eau et de la poudre, sauf si c'est du ciment. À moins que ce
ce soit une bétonnière, ça devrait être sain. Mais en fait, tu as la possibilité aussi de faire ton café dans le même temps. Tu as un compartiment sur la droite de la machine, tu fais ton café en même temps. Donc voilà, je trouvais ça un peu rigolo. Tu as un petit écran tactile, tu choisis. Je pense que à mon avis, c'est pas très éco-friendly. Hein. Alors oui, Amélie ferait un peu la gueule si elle voyait ça, mais je pense que c'est plus destiné pour les entreprises, les hôtels, tu vois, typiquement, que d'avoir ça chez soi. Bon, moi ça me ferait kiffer de me lever, d'appuyer sur un truc et que ça sur le principe, oui, c'est pas mal. Sur le principe, c'est cool. Après, est-ce que ce produit-là, etc., est bon? Je sais pas, mais bon, je trouvais ça rigolo. Oui, c'est rigolo. Tu sais quoi, ça me fait penser à aux trucs qu'ils ont dans les vaisseaux spatiaux des films de science-fiction. Où ils se réveillent, ils ont dormi 112 ans, et ils sortent, tu sais, ils se prennent un cup avec un truc lyophilisé. C'est un peu ça, c'est comme une lumière instantanée, mais avec d'autres trucs, quoi. 112 ans, t'as faim en plus. Le prix, c'est 169 €, tu demandais, parce que je te sentais intéressé. Ça arrive en mai 2021. J'aimerais connaître le prix de l'omelette. Après, voilà, c'est à voir combien ils vendent leurs petits trucs. Parce qu'il n'y a que eux qui vendent leurs trucs, là. C'est comme les machines à café avec les capsules. Comme en fait, la machine à café coûte pas si cher que ça. Le modèle économique qui te rapporte. Dernier objet, c'est clairement pour les vacances. Il m'a fait rêver cet objet, j'ai envie de l'avoir. Il prend un peu plus de place. Ça s'appelle Waydo Flyer One. J'ai vu la vidéo de ce truc-là. C'est incroyable. Je suis fan de ce truc. Ça a quasiment récolté 1 million €. Je leur donne volontiers de l'argent. Ça a l'air incroyable ce truc. J'ai envie de le faire dans ma baignoire. Dans ta baignoire Carrément. J'ai une douche, mais j'installerai une baignoire pour ce truc. Tu vas pas aller loin. Non, je suis pas sûr. C'est une planche de surf qui en fait est un peu automatisée. C'est un mélange d'une planche de surf et d'un jet ski. Alors, un truc assez impressionnant, c'est que ça peut aller jusqu'à 42 km/h, ce que je trouve limite dangereux. Sur l'eau, c'est énorme. Ah oui, bien sûr, parce que tout est décuplé. Quand tu tombes, t'es sur une planche de surf, c'est dur à dire, une planche de surf, pas dans une voiture, quoi. Donc tu tombes, tu peux te faire potentiellement très mal. Et encore, l'eau est calme là, mais quand t'as des vagues, ça va être sympa. Je n'irai pas sur une mer un peu agitée. Mais donc voilà, je trouvais le produit incroyable. Ça pèse 28 kilos quand même. C'est un beau bébé pendant les vacances. Et en gros, tu as la possibilité de faire entre 55 et 85 minutes de trajet avec. Donc tu as le temps de. Je sais pas, si tu veux faire Espagne-Maroc, tu peux, vas-y, à balle à 40 km/h. Je me casse. Bon, les gars, j'arrive dans un mois. Bougez pas, je risque de plus avoir de batterie, mais bon. Mais, voilà, je trouve ça assez rigolo. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça se soulève, ça se surélève au-dessus. C'est ça qu'on appelle un foil, c'est pas ça? Écoute, peut-être, je te fais confiance, tu t'y connais sûrement mieux dans les sports nautiques. Mais non, mais je trouvais ça assez rigolo parce que je me retrouve avec une petite télécommande aussi qu'on voit. C'est le principe des Sea Bubbles d'Alain Thébault là qu'on va voir arriver sur la scène. Oui, à Paris, exactement. Tu sais, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut vraiment avoir des notions de surf pour garder l'équilibre? Là, c'est juste de l'équilibre pour moi. C'est plus que, c'est pas. Je sais pas si t'as vraiment besoin d'être surfeur, mais je pense que dans pas mal de clubs de vacances, ils vont acheter des trucs comme ça pour en faire des activités. C'est génial. Bien sûr. J'ai envie ça à la demi-heure. C'est ça. C'est comme le flyboard. Je crois que j'ai déjà vu ça sur une île en Grèce. C'est vrai. Ce truc-là. Ouais, ce truc-là. Eh ben écoute, peut-être. C'était un énorme yacht. C'était Bill Gates qui s'amusait avec des amis. Voilà, il y avait des gens qui sortaient du yacht avec des tas d'engins étonnants. Ah oui, c'est sympathique. Mais donc voilà, bon, pour le prix, attachez-vous, c'est quand même 3 600 €. Donc on l'aura pas demain. Ou alors on s'y met tous, on cotise toute la rédac, on met tous 100 € en 3 fois sans frais, on peut s'arranger. On peut y arriver. Sur la scène, c'est toi qui iras le tester. Écoute, si je tombe, je ne me retrouverai plus. Mais donc voilà, ça sort en août 2020 et voilà, ça se retrouve avec cette petite télécommande si vous tombez. En août 2020. Ouais, c'est très bientôt. Donc j'ai hâte de voir si c'est financé et tout. C'est financé, oui. Ils ont pris 1 million € et ils en voulaient 44 000 à la base quand même. Donc ça a très très bien fonctionné. Après, quand tu es dans une île, ça c'est. Mais je crois qu'on a une boîte française qui fait ça. C'est français ça ou pas? Alors, je sais pas. Je crois pas. Je pourrais. Non, ça me dit rien. Parce que justement, j'ai vu passer ce truc-là. Je me disais que dans un 01 drive, tu vois, avant les vacances, ça aurait été peut-être pas mal d'avoir le test. Alors, avec grand plaisir. Ah bah voilà. Payer le voyage, je teste. Merci Jordan. Avec plaisir. Je vais retourner ranger des télés. Alors tu n'as pas besoin. Il suffit que tu te mettes devant une caméra. Ça suffit amplement. Merci en tout cas. Merci à vous. À la semaine prochaine. Jordan Cosino. Ce 01 Hebdo est terminé. Jérôme. Oui, nous étions ravis cette semaine encore d'être avec vous. Continuez à voter à la question 01 Hebdo Orange et puis on se retrouve jeudi prochain. Portez-vous bien d'ici là et puis n'oubliez pas 01 Hebdo c'est sur 01 TV à la fois sur 01nettv.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV. N'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner et puis bien sûr sur les box. Et ce dimanche, notre podcast mondialement connu et reconnu chez Jérôme et François. Même au-delà, je crois. Il y a certaines planètes qui l'écoutent déjà. Qui en parlent. Tout à fait. C'est ça. Oui. Chez Jérôme et François, le podcast audio qu'on prend beaucoup de plaisir avec Jérôme à faire, où on raconte un peu notre vie. Oui, n'importe quoi. Soit vous vous endormez, soit vous trouvez ça sympa, mais vous pouvez tester, vous verrez bien. Ce sera en ligne dimanche. À très bientôt et merci de nous suivre en tout cas.